Bonjour, je suis Philippe Blot-Lefebvre. J'ai une formation d'expert et de risk manager qui a évolué vers le monde de l'informatique et nous sommes devenus numéro un de l'informatique de gestion dans les années 80, tout simplement en introduisant l'humain dans les logiciels. Et puis dans les années 2000, je suis devenu expert en géométrie sacrée, c'est-à-dire que j'ai appris de nos anciens, et avec un livre qui est diffusé par l'UNESCO, à donner une forme au sens. Je suis actuellement président de l'Académie du Sens et je vous proposerai des séminaires en fin de cette présentation, de cette conférence en ligne, pour pouvoir parler ensemble et réaliser l'entreprise hybride. Tous ensemble. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Alors en fait, si je vous fais chanter cette chanson avec moi, c'est pour vous indiquer que d'abord c'est bien de faire les choses ensemble, mais surtout cette chanson est une chanson hybride. Elle est hybride pourquoi? Parce qu'elle a été utilisée par les DJ, les disc jockeys, pour dire allez, la soirée est finie, on va se coucher. Donc là, non, ne vous inquiétez pas, la formation, la conférence n'est pas terminée, mais nous verrons tout à l'heure comment cette chanson a pu transformer une réalité grâce à cette hybridation dont elle a été l'objet. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise hybride? C'est le résultat d'un chaos. Le chaos, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas un mélange diffus, mais au contraire, il distingue chacune des identités de ce qui le compose. Et ce que nous voyons ici, qui est le bassin de Neptune dans le parc de Versailles, dessiné par le nôtre, il nous indique précisément que l'hybride est une composition d'éléments distinctifs. Donc une couronne, c'est une couronne, un cheval, c'est un cheval, mais effectivement, quand on mélange la queue d'un dragon avec le corps d'un homme monté comme un cheval avec des ailes et une tête de chimère, eh bien, on a typiquement un animal hybride, alors qui paraît bizarre pour un humain parce qu'il a été inventé par l'humain et que la nature ne l'a pas composé dans sa réalité comme ça, mais nous, finalement, nous sommes une hybridation de ce que la Terre est capable de créer. Et donc, j'ai envie de vous poser une question. Quel pourrait être pour vous le synonyme du mot hybride? En général, j'ai peu de réponses. En fait, je vous en propose une. Hybride est synonyme d'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence, si ce n'est de rapprocher des éléments distinctifs, différents, complémentaires dans une réalité inventive, mais qui, en fait, créent quelque chose de nouveau à partir d'éléments disparates. L'intelligence, c'est d'aller chercher des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres pour en faire quelque chose qui est utile à notre humanité. Eh bien, l'hybride, c'est exactement ça. On va chercher des éléments disparates et on construit quelque chose de différent. Et bien sûr que dans ce chaos que nous venons de traverser ces dernières années, c'est très important d'être capable d'aller chercher les éléments que nous avons à notre disposition dans le passé et bientôt dans le futur, en tout cas dans le présent, dans un endroit ou un autre, en fonction d'un métier ou d'un autre, pour aller créer quelque chose de nouveau. Alors, puisque nous parlons d'entreprise, quand nous prenons ensemble, quels sont les moyens que nous avons dans le monde professionnel d'hybrider les choses? Eh bien, il y en a trois. Il y a d'abord le travail hybride, sachant que, bien sûr, tous les métiers ne sont pas à égalité devant le travail hybride, parce que si on travaille devant une machine qui pèse 200 tonnes, c'est un peu compliqué de l'emmener à la maison pour aller travailler à domicile.
Mais il y a quand même beaucoup de métiers qui sont exercés à domicile ou à l'extérieur de l'entreprise elle-même et qui peuvent donner lieu à l'hybridation. Donc nous allons travailler sur l'hybridation du travail. On va également s'intéresser à l'hybridation de la structure. Le capital et le travail servent à l'amélioration de la vie. Donc la structure juridique en particulier de l'entreprise nous donne la possibilité d'hybridation qui vont faciliter et permettre de nouvelles performances et une nouvelle beauté. Je vais vous parler de la beauté. Et puis enfin, il y a l'hybridation de l'industrie. En France, on a beaucoup d'idées, on a énormément de créativité et donc nous avons une excellence inventive, intelligente qui est au-delà de la norme. Par contre, on n'est pas toujours structuré et guidé dans ce sens. Et ce que je voudrais, c'est que cette conférence nous aide à trouver, entre le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel, la possibilité de créer de nouvelles manières de réussir et d'avancer dans la beauté de la création. Pourquoi je vous parle de beauté? C'est qu'en fait, la beauté n'a rien à voir avec le style, ni avec le goût, ni avec l'esthétique. La beauté, en fait, c'est une hybridation merveilleuse de la nature à laquelle nous assistons impuissants parce que c'est beau, c'est naturel. Eh bien, ce que nous pouvons faire, nous, c'est créer de la beauté en hybridant ce que nous avons à portée de main et à portée d'esprit. Pour ça, j'ai envie de m'appuyer sur un exemple merveilleux de créativité, de bonté et de beauté qui est l'usine de jouets en Josas fondée par Oberkampf. Oberkampf arrive de Suisse et il invente une manière d'imprimer le tissu, ce qui va donner la toile de Jouy. Et vous avez sous les yeux l'usine de jouets en Josas, et si vous regardez un peu en détail, vous allez voir que dans le petit carré jaune qui est là, vous avez les laits de tissu qui sont en train de sécher au soleil après avoir été imprimés. Et puis au fond du tableau, vous avez ce bâtiment énorme pour l'époque, sur le plan industriel, c'est moins grand que Versailles, mais sur le plan du travail, jamais un bâtiment n'a été créé de cette taille pour organiser une manière nouvelle de travailler qui est séquencée, certes, nous y reviendrons, mais qui va permettre d'exercer des complémentarités et des métiers différents dans le même endroit. Mais pour réussir cela, Oberkampf sait parfaitement que l'essentiel, c'est d'obtenir une harmonie humaine et fonctionnelle entre les individus. Ce tableau montre Oberkampf, non pas avec Napoléon, qui pourtant, quand il est venu visiter l'usine, lui a remis sa propre Légion d'honneur en lui disant « Monsieur, cette Légion d'honneur, nul n'est plus digne que vous de la porter. » Il représente une femme et des enfants. Pour Oberkampf, l'entreprise est humaine en premier lieu. Et on nous le montre à travers cette toile de Hyacinthe Dunouy. Elle a un deuxième avantage, c'est de nous montrer que, ce qui va d'ailleurs être la devise d'anoblissement d'Oberkampf, droiture et vigilance. Oberkampf organise, et vous le voyez en fond de tableau, un bâtiment industriel avec les premières fumées polluantes, ça j'en suis désolé, effectivement, mais d'autres bâtiments qui sont un dispensaire pour soigner, une école, des dortoirs pour se reposer pendant la journée, une cantine qui va permettre à tout le monde de prendre ses repas sur place pour que l'ensemble de la fonction professionnelle soit cohérente. L'entreprise est vraiment organisée pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Les femmes sont responsables principalement de tout ce qu'on appellerait aujourd'hui le marketing et la vente, mais il y a une vraie distribution.
qui n'est pas une distribution qui séquence le travail, mais dans lequel chaque petit groupe est organisé pour obtenir et servir un résultat en bonne intelligence. Ça existe toujours. Yvon Chouinard, qui est également alpin, puisque Oberkampf vient de Zurich, et 150 ans plus tard, Yvon Chouinard vient de la vallée de Chamonix, donc des alpins. Ils ont une capacité de travail, mais aussi certainement une mentalité de respect de l'autre. Et Chouinard a créé Patagonia sur la même démarche. C'est-à-dire que chez Patagonia, il n'y a quasiment pas d'horaire de travail. Il n'y a pas d'obligation de poser ses vacances, etc. On vient, on fait son travail, il y a un objectif, chacun y concourt, chacun respecte l'autre, chacun donne de lui-même dans le respect du travail en commun. Et il y a, parallèlement à ça, une compréhension parfaite du fait que l'homme n'est jamais qu'un élément de la Terre en tant que corps physique incarné. Or, Solà de Castro dit dans un témoignage qu'on peut prédire la prochaine couleur de la mode en regardant les rivières en Chine. Parce qu'effectivement, en Chine, ils s'en fichent de polluer, en tout cas jusqu'à récente date, et ça n'a pas beaucoup changé. Et donc, en regardant la rivière, on sait que la teinture sera dans ces verres. Eh bien, Chouinard, lui, il dit non, on va utiliser la teinture dans la masse pour son impact de réduction de la pollution de l'environnement. Et il est de 96%, uniquement en travaillant différemment. Et ça, c'est une hybridation du travail à laquelle parvient Chouinard. On peut aussi savoir que chez Patagonia, si quelqu'un a un désir de faire quelque chose d'humanitaire, et en fait c'est quasiment obligatoire dans le groupe, il est rémunéré normalement. Ça n'est pas pris sur ses temps de repos, ni sur ses week-ends, ni sur rien. Et si le projet est qualifié comme il faut, eh bien la personne peut être rémunérée à 100% pour faire évoluer son projet humanitaire. On sait que, malheureusement, dans bien des cas, les projets humanitaires des entreprises sont pris sur le temps de repos, sur le temps familial. Eh bien là, non. Chez Patagonia, c'est pris sur le temps de travail, normalement. Il y a un troisième aspect donc, dont nous avons parlé, qui est celui qu'on rencontre notamment chez Bosch, où le fondateur a décidé qu'à sa mort, il transmettrait 94% des actions à une fondation dont l'objet est de fabriquer des technologies qui améliorent la vie courante de l'humanité. Donc chez Bosch, on a modifié la structure capitalistique de l'entreprise en disant le patron, le CEO, le PDG, c'est une fondation qui a un objectif qui est de protéger et d'améliorer la vie des gens par la technologie. Et grâce à ça, eh bien, c'est cette fondation qui nomme des grands dirigeants qui font fonctionner le groupe, qui sont sûrement très bien rémunérés pour ça, mais il n'y a pas de confusion entre le patrimoine et l'objectif et le salaire des salariés. Ce qui est souvent le cas, malheureusement, dans les nouvelles organisations capitalistiques que nous connaissons. Ça a un effet, c'est que ça permet à ces gens, déjà, de considérer que dans l'entreprise elle-même, il va falloir faire attention à la manière dont les gens travaillent. On ne va pas les pressuriser pour donner des nouvelles technologies pour la vie aux autres. C'est ce que nous connaissons avec le dérapage incroyable par rapport à la démarche d'Oberkampf vers 1820, quand les Anglais et les Hollandais en particulier transforment la première démarche paternaliste, disons-le, mais c'est vertueux dans ce sens, d'Oberkampf pour obtenir des résultats meilleurs. D'ailleurs, Oberkampf va faire faillite après une réussite absolument fabuleuse parce que l'organisation d'entreprise, le taylorisme en l'occurrence, va mettre l'argent en avant et va séparer la tâche du métier. Si je fais quelque chose au quotidien sans savoir pourquoi je le fais, eh bien, je deviens une machine moi-même et c'est ce à quoi nous devons absolument ne pas arriver aujourd'hui, et notamment avec l'informatique qui nous touche. Donc le film des temps modernes, c'est ça qu'il nous dit. Séparer la tâche du métier, c'est un dérapage qui nous coûte extrêmement cher.
Je vais vous raconter l'histoire de Martin. Martin, à 17 ans, il vient de passer son bac. Juste avant son bac, il faisait des soirées pour gagner de l'argent de poche. Et à la fin d'une soirée, le père de la jeune fille vient voir le jeune Martin et lui dit « Écoutez, vous êtes vraiment très efficace, je vous félicite ». Il lui donne sa carte, il lui dit « Si un jour vous avez besoin de moi, revenez me voir ». Et donc, Martin va partir le bac en poche à Hong Kong. Il va y passer 2 ans. Il va y faire une carrière de jeune contrôleur de gestion. Il va plutôt bien réussir, mais il n'a pas envie de vivre toute sa vie en Asie. Et donc, il revient à Paris avec dans l'idée, à l'époque, on fait encore son service militaire, d'aller faire carrière plutôt aux États-Unis. Mais comment faire? Et puis, il se souvient de cette carte de visite. Il la sort de ses tiroirs. Il va voir le monsieur. Entre-temps, le monsieur qui lui a donné sa carte, il est devenu président d'une grande banque française, qui sera plus tard à la base de ce qu'est HSBC. Et ce président lui dit « Oui, je me souviens très bien de vous, je vais vous aider. Donc lundi prochain, vous faites le stage d'intégration de la banque, et puis vous verrez avec la DRH quand vous partez à New York. » Et effectivement, une semaine plus tard, 8 jours plus tard, le jeudi, il prend l'avion et il va développer un nouveau métier de banque à New York. Au bout de quelques années, il change de banque, il change d'établissement et il rencontre une entreprise, pas très grande, presque 180 personnes je crois, qui a son siège en Asie, sa direction générale à Vancouver au Canada, ses bureaux opérationnels à New York, ses actionnaires en France. Et il va intégrer cette entreprise en découvrant une chose, c'est que dans cette boîte de 180 personnes, il n'y a que 2 niveaux. Il y a le CEO, le PDG, qui est en Asie, et en dessous, tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de hiérarchie. Tout le monde est responsable d'un travail à réaliser. Donc le cahier des charges est précis, je dois faire ça, je dois obtenir cela. Et tout le monde respecte le travail et la manière de vivre des autres. C'est-à-dire que, aucun problème, on fait le ménage, on vide sa poubelle le soir quand on part, on vient à l'heure, la cafétéria est là, tout le monde connaît les revenus de tout le monde, y compris du CEO. Et donc s'établit grâce à cela une confiance totale. Rien n'est vraiment caché, sauf si c'est stratégique pour le fonctionnement de la boîte. Et ça va permettre à Martin de vivre dans l'entreprise comme dans sa famille de manière harmonieuse. Pourtant, on pourrait se demander s'il n'y a pas un risque de débordement du travail sur la vie privée. Eh bien non, parce que grâce à cette transparence et grâce à la possibilité de montrer qu'effectivement le boulot que je fais, tout le monde peut vérifier que je le fais et que je le fais bien, du coup ça marche. Et ça marche très très bien. Notre Martin, on peut le retrouver effectivement peut-être en train de chasser ou de jouer au golf ou de faire un marathon le mercredi ou le jeudi. C'est pas grave. Régulièrement, il vérifie comment il arrive et il propose le résultat de son travail. C'est évidemment un élément à détailler dans une conférence un peu plus approfondie qu'aujourd'hui. Il faut que je vous parle encore d'une chose. C'est que pour réaliser ça, il faut faire le lien entre les complémentarités, vous l'avez bien compris. Les deux doivent intimement s'imbriquer sans se gêner et sans fusion. On est dans un chaos, non, on est dans une hybridation du chaos dans lequel chaque élément garde sa place. Et pour garder sa place, il faut savoir qui on est et où on va. C'est le domaine de l'enracinement et de l'ancrage. Quelle différence y a-t-il entre l'enracinement et l'ancrage? Écoutez, un arbre, il fonctionne très très bien. Il a presque toutes les fonctions que nous avons, nous, puisqu'on a aussi aujourd'hui prouvé qu'il y a une intelligence dans le monde végétal, qu'on appelle la proprioception en l'occurrence. Je ne rentre pas dans le détail. Un arbre, il est enraciné. Il ne peut pas vivre s'il n'est pas enraciné. L'enracinement, c'est à moi de décider si c'est un enracinement professionnel ou un enracinement personnel. Très honnêtement, moi, ma vie, c'est ma vie à moi, c'est moi qui mourrai un jour, donc mon enracinement, il est d'abord dans ma vie. Et le métier que j'exerce est un moyen de concourir à l'amélioration et au bon équilibre de ma vie.
Et donc, je suis amené à bouger. Et quand je bouge, eh bien, c'est comme un bateau qui est immatriculé au Havre ou à Bordeaux, et puis il va aller à Southampton ou au Caire. À partir de là, il va jeter l'ancre. Eh bien, l'ancrage est une manière, finalement, de considérer une stabilité dans l'entreprise par rapport à un enracinement. Enracinement, ancrage, les deux sont complémentaires. À partir de là, il y a deux types de richesses. La richesse économique et la richesse humaine. Ce dernier siècle, on a travaillé sur la richesse, malheureusement peu équilibrée et inefficace pour la confiance. Pourquoi? Parce que la richesse économique, elle est parfaitement décrite sur les besoins que décrit Maslow. La démarche de Maslow, elle est individuelle. Je dois d'abord survivre, ensuite je peux accéder à un certain confort, et si j'ai accédé à ce confort, tout ça étant dans une démarche pyramidale, je peux même accéder à une forme de spiritualité. Mais je ne peux pas être spirituel si je suis dans le besoin matériel. Eh bien, on sait, aujourd'hui, il y a bien de gens qui n'ont pas besoin d'avoir une stabilité financière considérable pour être équilibré sur le plan psychique. Donc, cette démarche de Maslow doit être remplacée par quelque chose de beaucoup plus équilibré, qui est en fait le niveau de conscience. De la conscience de ce que je suis est beaucoup plus importante que le besoin de sécurité. La conscience de la connaissance, la réalisation de soi, l'accomplissement sont mieux décrits dans la démarche du Barrett Value System, qui est un système qui a été inventé par un Suédois qui travaillait à l'origine à la DRH de Volvo. Et donc, ici, on est dans une logique de conscience de soi-même, de conscience de l'autre, de conscience de nous. Donc, il y a un rapport de je à nous qui va être beaucoup plus efficace et qui fait partie de la démarche que je propose pour s'accomplir individuellement et collectivement. Pour bien aborder l'hybride, je vous propose quelques mantras, quelques phrases que vous pourriez retenir de cette première conférence sur les 4 que nous avons. Loin de me léser, mon frère, ta différence m'enrichit. C'est une phrase de Saint-Exupéry. Je crois plus au bien partagé qu'au bien commun. L'intention est primordiale et ne requiert pas la souffrance. L'hybride est une intelligence tirée du chaos. Je progresse de Maslow, c'est-à-dire l'égoïsme, l'égocentrisme, vers Barrett, c'est-à-dire une notion de partage. Le succès vient des alignements individuels et collectifs. La confiance commence par la paix et elle se développe avec la connaissance. Et vous voyez que je sépare connaissance en 2 mots, car il y a bien sûr le fait d'être connu, reconnu, mais il y a aussi et surtout le fait de connaître à l'autre. Voilà. À très bientôt pour la nouvelle conférence numéro 2.